Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Gilles Veillemarchisset, La conversion des corps 2019. Aurélie Netz, Les cercles de femmes. Ritualiser l'identité de genre dans les spiritualités alternatives, 2019. Roland Guillon, La question sociale face à la globalisation, 2019. François Sicot, Coord, Les parcours de soins en psychiatrie au prisme d'une analyse sociologique, 2019. Nicole Lucas et Daniel Ohana, Ces Françaises venues de l'Est, 2019. Régis Laurent, Du traumatisme des camps à la naissance d'une nouvelle institution. Idéologie minoritaire et pentecôtisme tzigane en Bretagne, tome 1, 2019. Régis Laurent, Les usages sociaux des pentecôtistes tziganes. Idéologie minoritaire et pentecôtisme tzigane en Bretagne, tome 2, 2019. Suzy Goutte, Roland PFEFFERKORN dire, Strasbourg, Creuset des sociologies allemandes et françaises, 2019. Séverine Collinette dire, Soins, éducation et formation au prisme des cultures, 2019. Claude Giraud, Consentir, adhérer, s'opposer. Contribution à une sociologie de l'engagement, 2019. Lucie France Dagenet, L'art à Vienne et l'unité de l'Empire 1897 à 1905, 2019. Dédicace. À ma mère et à sa mère pour leur héritage, l'amour de la connaissance et le goût de sa transmission. Avant de commencer, il me semble pertinent de me présenter. Ou plutôt, d'indiquer brièvement quelques éléments me concernant qui ont un intérêt dans le cadre de cet ouvrage. Ingénieur social et doctorant en sociologie, je suis membre d'un laboratoire universitaire normand affilié au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, le Centre d'études et de recherche sur les risques et les vulnérabilités, CEREV. Mon domaine de recherche principal, depuis maintenant plus de 10 ans, est la sexualité que j'aborde généralement sous l'angle des représentations socioculturelles. Une spécialité qui me conduit aussi bien à intervenir au sein de structures du secteur sanitaire et social, comme consultant ponctuel ou habituel, que pour l'Académie d'Orléans-Tours où je suis missionné par l'Éducation nationale dans le cadre de l'éducation à la santé et à la sexualité en sus de mon activité de professeur de lettres. Le présent travail a été réalisé sous la direction du professeur Didier Le Gall, département de sociologie de l'Université de Caen, qui d'ailleurs me fait l'honneur d'encadrer tous mes travaux de recherche. Il a été réalisé en 2015 alors que je terminais un master en management, hygiène et qualité des soins en gérontologie à l'Institut d'administration des entreprises, IAE de Caen, une école universitaire de management. Alexander Maria Leroy. Chrono vainqueur d'Eros. Il pousse la porte de la salle de bain. Derrière le rideau de la baignoire, il distingue une silhouette. Inquiet, il reste immobile tandis que le rideau s'ouvre lentement. C'est une jeune femme qui apparaît. Malgré l'étrangeté de la situation, son angoisse s'envole immédiatement. Le désir monte en lui pendant que la jeune femme se redresse et s'avance. Elle lui offre son corps nu. Un corps conforme aux attentes érotiques de ce temps. Il s'approche d'elle, bouillonnant de désir. Elle entoure son cou de ses bras. Il l'enlace et l'embrasse. Sa satisfaction transparaît dans ses mouvements. C'est à ce moment que ses yeux se tournent vers le miroir situé en face de lui. Dans la glace, il voit que le corps désirable de la jeune femme est devenu celui d'une vieille. C'est un corps délabré couvert d'escarres. Épouvanté, révulsé, il recule sans pouvoir se détourner de cette vision horrible. Cette scène du film Shining, réalisé par Stanley Kubrick en 1980,
ne possède pas une importance particulière dans l'histoire, ni dans l'histoire du 7e art non plus. Pour autant, elle présente un réel intérêt. Elle est en effet l'occasion de signifier combien la chose la plus incompatible avec Eros, loin d'être Thanatos comme la logique et la psychanalyse, pourrait hanter le laisser-penser, et bien plutôt la vieillesse. Chrono est donc celui qui terrasse Eros. Le temps détruit la désirabilité. Or, sans désirabilité, la sexualité devient résiduelle, sinon inappropriée. Certes, tout ceci n'est qu'affaire de représentation. Dire que la vieillesse est privée d'érotisme n'a rien d'un constat objectif, l'érotisme n'existant pas en soi. Mais c'est une réalité sociale. Le désir est généré par des codes sociaux et lié à des représentations culturelles. Et dans l'Occident actuel, la vieillesse, si elle n'est pas nécessairement perçue comme une ignominie, si même elle peut être valorisée sur certains plans, est considérée comme incompatible avec la désirabilité et plus largement comme incompatible avec la sexualité. Découlant de ces représentations sociales faisant de la sexualité et de la vieillesse des antagonistes, un tabou existe, mais c'est peut-être du tabou que découlent les représentations. La question mérite d'être posée, mais ce n'est pas celle qui sera traitée dans ce travail, qui incite à ne pas évoquer, à ne pas même envisager la sexualité des vieilles personnes. Pourtant cette sexualité existe. De plus en plus, et ce possiblement du fait de l'augmentation constante de la population dite âgée et de l'allongement permanent de l'espérance de vie qui la rendent moins aisément dissimulable, elle est introduite dans les discours. Pas seulement ceux des gériatres et gérontologues, mais aussi ceux du grand public. En somme, la doxa admettrait progressivement cette réalité. Mais est-ce si vrai ? Dans le discours, c'est avant tout le côté affectif qui paraît être mis en avant et devoir primer sur la vie charnelle des personnes âgées auxquelles il semblerait que le droit à jouir sans entrave ne soit pas reconnu si facilement qu'aux autres tranches d'âge. Admettre leur sexualité, certes. La banaliser ou même la valoriser, il ne faut pas exagérer. La parole se libère donc en apparence, mais l'approche de la sexualité des plus âgés ne se fait pas sans difficulté, sans réticence, sans persistance de préjugés tenaces. À une époque où ces personnes sont communément prises en charge dans des institutions, la question de la perception de leur vie affective et sexuelle se pose. Leurs droits en la matière sont-ils respectés ? Peu importe le cadre législatif, qui est d'ailleurs bien discret sur le sujet, si les représentations des soignants, elles, n'évoluent pas. Mais probablement évoluent-elles, à force d'en parler. Est-ce si logique ? Comment la sexualité des vieilles personnes est-elle perçue dans le secteur de la gérontologie ? Qu'en disent les professionnels ? En quoi leur représentation se démarque-t-elle de celle du grand public ? En bref, comment pense-t-on l'impensable en gérontologie en ce qui concerne la vie affective et sexuelle des vieilles personnes ? Étude de l'absence de sexualité chez les vieilles personnes dans les représentations sociales à travers l'analyse d'un répertoire commun, les films Disney. Il aura fallu 7 décennies au studio Walt Disney pour offrir un premier rôle à une vieille personne dans un long métrage d'animation. C'est en effet en 2009, soit exactement 72 ans après Blanche-Neige et les 7 nains, David And, 1937, première réalisation longue des studios, qu'est sorti en salle là-haut de Pete Docter et Bob Peterson. Coproduit avec les studios d'animation Pixar, ce film se distingue dans l'histoire du 7e art puisqu'il n'est que le second long-métrage d'animation à avoir été sélectionné pour l'Oscar du meilleur film, le premier étant La Belle et la Bête, de Gary Trousdale et Kirk Wise en 1992. Cette fiction raconte la vie de Carl Fredricksen dans son intégralité. La particularité de l'histoire vient du fait que le film s'attache toutefois, pour l'essentiel, à la vieillesse de son héros. C'est avec son veuvage, survenu alors qu'il est déjà âgé, que débute véritablement le récit, après un prologue de 10 minutes résumant sa vie, jusqu'à cet événement, en se centrant sur son histoire d'amour avec Ellie qu'il a rencontrée quand il était petit garçon et avec qui il a vécu jusqu'à ce qu'elle décède. Malgré son âge et l'immense peine engendrée par la disparition de son épouse, Carl Fredricksen va quitter sa vie routinière et partir à l'aventure. Et c'est véritablement une aventure que ce film met en scène. Le vieil homme échappe aux soignants venus l'emmener, contre son gré, en maison de retraite en faisant s'envoler son habitation à l'aide d'une myriade de ballons. Allant de péripétie en péripétie,
Il réalisera alors son rêve d'enfance en explorant des terres inconnues. Néanmoins, ce n'est pas cette aventure qui prime dans Lao, mais l'aventure dans un sens plus large, celle de la vie d'un homme, celle de la vie des hommes en général. Et plus précisément celle que représente l'épreuve du veuvage. Accepter de ne pas avoir vécu l'existence initialement rêvée. Le deuil est aussi celui de cette vie d'aventure que le couple a espérée jusqu'à la mort d'Ellie, mais que des contraintes économiques ont rendue impossible. Accepter la perte d'un être cher, de l'être cher, accepter de continuer à vivre malgré tout. Tel est le défi de ce protagoniste disneyen. Si cette création ne propose pas un dépassement du veuvage, elle s'y attache cependant sans détour, avec dureté même, et en fait son cœur. À travers la construction progressive d'une vive amitié entre le héros et un jeune scout, le film défend l'idée que la solitude n'est pas inhérente à la vieillesse, que la vieillesse n'est pas inutile non plus, sans pour autant brosser le portrait d'un troisième âge riche d'enseignements pour les jeunes générations, alors que Merlin l'Enchanteur, Wolfgang Reisermann 1963, qui avait déjà mis en avant une vieille personne, n'en faisait pas son héros, mais sa curiosité, une curiosité au service des apostrophes. Un jeune garçon, Lao inverse les rôles et fait cette fois du jeune garçon le protagoniste outil au service du parcours de Fredriksen. De même, l'héroïsme dont fait preuve Fredriksen certifie que l'âge n'impose pas la passivité. Autant d'idées qui n'ont rien d'évident dans l'imaginaire collectif, comme dans la réalité d'ailleurs. Malgré son originalité, Lao persiste toutefois dans une représentation de la vieille personne seule sur le plan amoureux et sexuel. Perdure car dans la prolifique histoire des studios Disney, le veuvage et la vie en solitaire sont le lot de presque tous les personnages âgés. L'influence majeure des fictions disneyennes sur l'imagerie collective. S'intéresser aux représentations véhiculées par les films Disney est loin d'être anecdotique. Depuis près d'un siècle, les célèbres studios constituent effectivement un répertoire commun ayant un rôle fort dans la construction des représentations des individus en Occident, la socialisation disneyenne étant vécue par une portion considérable de la population. Déjà en 1978, à l'occasion des 50 ans de Mickey, la Revue du cinéma consacrait un dossier spécial d'une 50aine de pages au phénomène Walt Disney, qu'Alain Marty décrivait en préambule comme un « exemple unique dans l'histoire du cinéma où un réalisateur par-delà la mort continue à signer des œuvres, à imposer sa marque tout en étant suivi par des millions de spectateurs ». Les auteurs ayant participé à ce numéro soulignaient l'intérêt majeur d'une étude de l'univers de l'incontournable Oncle Walt, tant sur le plan des œuvres cinématographiques qu'en ce qui concerne ses répercussions dans le quotidien à travers, notamment, les produits dérivés, les éléments publicitaires et les parcs de loisirs. Et ce indépendamment du jugement porté sur les réalisations des studios. Je suis très loin pour ma part d'être une inconditionnelle de Walt Disney, mais au-delà de l'admiration béate ou de la critique systématique, on ne peut nier l'importance de l'ensemble du phénomène Disney, écrivait ainsi Catherine Surmani. L'omniprésence disneyenne dans le monde de l'enfance était décrite comme particulièrement déterminante. Les productions de W. Disney ne soulèvent pas seulement des questions économiques. Ce succès s'affirme sur l'imaginaire de l'enfant. Toute cette production n'est pas sans avoir une influence sur lui. L'influence de Disney doit donc être appréhendée par rapport à cet apprentissage social et dans cette construction de l'imaginaire de l'enfant. Alors que Mickey s'approche maintenant de son centenaire, que son créateur s'est éteint depuis un demi-siècle, les studios sont toujours aussi prospères et toujours aussi incontournables à travers le globe, de Mickey peint sur les murs des écoles dans les camps palestiniens du Liban Sud à l'effigie de Blanche-Neige brodée sur les vêtements des jeunes élégants des quartiers branchés de Pékin, à Bambi ornant les cabines des ouvrières à la chaîne sur les bateaux-usines russes de la flotte du Pacifique. La diffusion internationale du répertoire disneyen n'est cependant pas le seul fait des films eux-mêmes, mais la conséquence d'une stratégie commerciale efficace reposant sur les produits sous licence, exploitant les films en contrepartie du versement de royalties, permettant d'amplifier le poids déjà fort des longs métrages en rendant ceux-ci plus omniprésents. En 1978, Michel Matelas regrettait déjà que Disney ne colonise pas seulement les kiosques, les écrans et les rayons de disques, mais encombre le petit déjeuner et sature la vie quotidienne. Elle présentait alors l'univers Disney comme ayant un rôle socialisant en soulignant qu'il accompagne inévitablement l'apprentissage du sucré et du salé,
du fluide et du cartonné, des constructions et du coloriage, et s'insinuait dans tous les interstices du rapport de l'enfant au monde, à la vie, aux gens, aux choses. Elle concluait en déclarant amer qu'il était plus envahissant qu'une école, autant qu'une écologie. Le récent des remarquables succès de La Reine des Neiges, Chris Buck et Jennifer Lee, 2013, qui a colonisé le quotidien de bien des foyers, confirme que ces remarques faites il y a 40 ans conservent leur pertinence. L'efficacité des productions de Walt Disney est à associer, en premier lieu peut-être, à leurs racines variées et internationales, quoique davantage occidentales, des adaptations de contes de fées du vieux continent ou d'Orient, Blanche-Neige et les Sept Nains, Cendrillon, La Belle au bois dormant, La Petite Sirène, Aladdin, Chicken Little, La Princesse et la Grenouille, Réponse, La Reine des Neiges, à celles de légendes provenant des quatre coins du globe, Merlin et l'apostrophe, Enchanteur, Robin des Bois, Pocahontas, Une légende indienne, Hercule, Mulan, Atlantide, L'Empire perdu, en passant par celles de grands classiques de la littérature dite mondiale, Pinocchio, Alice au pays des merveilles, Peter Pan, Le livre de la jungle, Taram et le chaudron magique, Basile, détective privé, Oliver et compagnie, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Le bossu de Notre-Dame, Tarzan, La planète au trésor, Un nouvel univers, sans compter les créations originales ou les adaptations des apostrophes. Œuvres peu connues, les sources de ces fictions sont multiples. De même, les dessins animés Disney font voyager à travers le monde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.